Alors, donc, on va voir donc ici DVCS, Distributed Version Control System, hein, le système de contrôle de version distribuée, si vous voulez. Et donc, entre autres, on va voir l'outil Git. Alors, le plan, il faudrait d'abord qu'on ait une vue générale sur c'est quoi la gestion des versions, comment on gère ça, comment on va surveiller les changements dans votre système de fichiers, en l'occurrence dans un dossier, un ensemble de fichiers, vous pouvez les surveiller et à chaque fois qu'il y a des changements, vous pouvez enregistrer, si vous voulez, ces changements et comment on va pouvoir travailler en équipe. Très important de pouvoir travailler en groupe sur le même projet. Et donc, il va falloir partager le code. Et donc, il doit y avoir une organisation derrière pour que tout marche bien. Et donc, ça, dans cette première partie, on va donner un aperçu. La deuxième et la troisième partie, ça va être, là, c'est les aspects pratiques. Et donc, on va voir Git, hein, comme programme de gestion des versions. Et donc, alors, installer Git, je pense que tout le monde va l'installer. D'ailleurs, vous l'avez déjà tous installé, je pense, hein. Quand vous avez installé Bower, vous avez installé forcément Git. Et donc, on va voir comment versionner et organiser son travail avec Git. Donc, il y a plein de commandes, il y en a quelques-unes qui sont vraiment importantes. Il suffit de comprendre qu'est-ce qu'elles font et de les utiliser très facilement. Et la troisième partie, ça va concerner un peu le travail en équipe. Et là, vous avez forcément besoin d'utiliser Git, donc un dépôt distant. Si vous ne voulez pas, vous pouvez utiliser toujours un dépôt local si vous voulez travailler tout seul. Mais c'est très intéressant d'utiliser toujours un dépôt local tel que GitHub ou Bitbucket ou autre. Alors, déjà, pour la gestion des versions, il y a deux systèmes. Il y a les systèmes centralisés et les systèmes décentralisés. Il faut savoir que dans l'histoire, avant, il y avait les systèmes centralisés. Et donc, il y a deux exemples très connus. Il y a Subversion et Perforce. Ces systèmes, pour que l'utilisateur puisse utiliser, donc plusieurs utilisateurs puissent travailler sur le même projet, ils ont un seul dépôt, il est centralisé. Et à chaque fois qu'on veut faire des modifications, il faut qu'on soit connecté. Si vous n'êtes pas connecté, eh bien, vous ne pouvez pas faire de modifications. Et les systèmes qui sont distribués, comme Git, que nous allons voir aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a pas que Git. Git, il est très populaire parce qu'il a été écrit par Linus Torvald, le développeur de kernel de Linux. Et donc, ce système, il est distribué. L'intérêt de ce système, c'est qu'il vous permet d'avoir une copie complète du repository avec tout l'historique dedans. Et vous pouvez travailler en mode déconnecté. Et à chaque fois que vous voulez mettre à jour le dépôt, il suffit de se connecter et de mettre à jour le dépôt. Et là, ça donne vraiment une vraie liberté. Et même, on peut être indépendant du dépôt central. On peut collaborer directement entre les utilisateurs. C'est-à-dire, au niveau des entreprises, ils vont installer leur propre dépôt à eux. Ils n'ont pas vraiment besoin d'utiliser GitHub. Mais donc, chacun doit se spécialiser dans son métier. GitHub, Bitbucket, ils se sont spécialisés dans la gestion des dépôts. Et donc, autant leur déléguer cette tâche. Il n'y a pas de problème. Alors, l'intérêt du deuxième ici, de distribuer, c'est que les utilisateurs, ils travaillent vraiment indépendamment les uns des autres. Ça, c'est très intéressant. Alors, au niveau de Git, il y a un workflow qu'il faudrait comprendre quand vous travaillez en local, juste en local. Vous n'êtes pas connecté à Internet, vous avez Git qui est installé. Eh bien, quand vous utilisez Git, eh bien, vous pouvez créer, donc il y a trois parties vraiment importantes. Il y a ce qu'on appelle le Working Directory. C'est tout simplement le répertoire dans lequel vous travaillez, dans lequel vous avez des fichiers, des dossiers, etc. Vous pouvez choisir de surveiller un ensemble de fichiers ou de dossiers. Quand vous les surveillez, vous les passez à une partie qui s'appelle le Staging Area. Alors, j'ai choisi de laisser ça en anglais, Staging Area. Et donc, alors, il y a un moyen, donc ici, il faut les faire passer ici pour qu'ils soient surveillés.
Quand ils sont ici, donc vous pouvez à tout moment les faire versionner, les faire passer dans le vrai dépôt, le repository. Et quand elles sont ici, chaque fois que vous les passez ici, vous avez un snapshot, une image. Et c'est intéressant parce qu'on est en train de suivre l'évolution des changements que vous avez dans un dossier. Est-ce qu'on va suivre ça de manière vraiment linéaire? C'est impossible. Il faudrait à certains instants décider, dire maintenant je veux garder une copie, une version de ce que j'ai, de l'état que j'ai maintenant. Et donc la suite des états que vous allez garder, ça va constituer l'historique de vos changements. Et vous allez voir qu'à tout moment, vous pouvez revenir en arrière, avancer en avant, etc. Alors, au niveau, donc, alors, un fichier du Working Directory, c'est-à-dire ici, un fichier, n'importe quel fichier, il peut être soit surveillé ou non. Donc, c'est vous qui choisissez est-ce qu'il va être surveillé ou non. Autrement dit, donc, vous allez avoir des dossiers, des trucs qui, pour vous, ça n'a pas, c'est pas la peine de les surveiller. Par exemple, si vous prenez quand vous utilisez, je ne sais pas moi, NPM, vous installez quelque chose avec NPM, eh bien, je ne vais pas surveiller ce dossier, le dossier Node Modules, par exemple. Ça ne sert à rien de surveiller ce dossier. Mais par contre, là où vous écrivez votre code à vous, là, il faut vraiment surveiller cet endroit. Alors, pour surveiller un fichier ou un dossier, ben, il faut l'ajouter dans la staging area. Et donc là, il y a le mot-clé add qu'on va utiliser. Et quand on juge qu'on a vraiment, que les modifications qu'on a fait, on veut garder cet état, eh bien, à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle un commit. Et on le fait passer dans le repository. Et à partir de là, donc, on a vraiment un snapshot. Alors, snapshot, c'est instantané de l'état de votre Working Directory à cet instant, enfin de ce qui a été dans le staging area. Alors, au niveau de GitHub, de Git, tout court, j'enlève le hub. Hein. Donc, au niveau de Git, vous avez toujours, alors à chaque fois que vous décidez de surveiller un dossier, eh bien, la première des choses, c'est d'initialiser Git pour ce dossier. Et puis, donc, ça va créer un repository. Et ce repository, il va avoir une branche, on appelle ça une branche. Et cette branche s'appelle master. Donc, chaque repository, vous avez dedans au moins une branche, c'est la branche master. Et c'est la branche principale, si vous voulez, de votre... Alors, donc, ça constitue un historique. Et donc, il y a un début, la date de création. Et puis, plus vous avancez, plus vous faites des commits, plus vous allez avoir des points dans l'historique. Et donc ça va constituer la granularité au niveau de l'histoire des changements que vous avez fait. Si vous prenez n'importe quel projet, vous allez sur GitHub par exemple, prenez n'importe quel projet, vous pouvez aller suivre l'historique de l'évolution de ce projet. C'est vraiment très intéressant. Et donc on peut revenir dans l'histoire et prendre une version et puis donc la faire améliorer si on veut. Alors, le dernier commit, on appelle ça head, la tête. D'accord? Alors après, quand on développe, bien sûr, on met un repository, mais on ne va pas s'arrêter là. Donc, vous avez une branche master, vous n'allez pas arrêter là, il faut continuer à développer. On va ajouter des fonctionnalités, on va corriger des bugs, etc. Eh bien, pour ajouter des fonctionnalités ou pour corriger des bugs, on ne va pas faire des commits directement sur cette branche principale qui est la branche master. On ne fait jamais ça. Si quelqu'un veut utiliser notre code, le code qu'on a dans la branche master doit être toujours valide. D'accord? Et donc, quand on est en train de développer, on est obligé de faire des commits aussi. Mais donc, pour faire des commits, eh bien, on va créer une nouvelle branche pour ça. Et donc, quand on crée une nouvelle branche, vous avez deux branches parallèles. La branche master qui s'arrête ici dans head. Et vous avez une nouvelle branche dans laquelle vous faites votre développement et vous pouvez toujours basculer entre master et la branche que vous avez créée. Vous pouvez avoir plusieurs branches. Hein? Et donc, alors, je fais mes développements. À chaque fois que je suis satisfait, je fais un commit et je continue. Et à un moment donné, en général, ici, à ce moment-là, ici, on va décider est-ce que tout va bien. Pour décider, en général, ce n'est pas le développeur qui a développé,
Ça doit concerner l'équipe, plusieurs personnes de l'équipe. Et on doit décider de mettre cette branche, hein, de la fusionner avec la branche principale. Et donc, cette opération, on appelle ça un merge. On va merger la branche qui était parallèle et ça va devenir la branche principale. Et vous allez avoir le head qui va se déplacer. Hein. Et donc, la dernière version maintenant valide, c'est celle-ci. Mais dans tous les cas, toujours, on peut revenir vers les versions précédentes. Il n'y a pas de problème. D'accord? Mais on considère que la branche master, maintenant, il s'est allongé de ces 3 commits. Et c'est ça le processus de développement. Donc, ici. Alors, maintenant, au niveau de Git, quand on veut travailler en équipe, eh bien, il va nous falloir mettre donc, cette branche ou ces branches dans un dépôt central. Comme ça, tout le monde, où qu'il soit, ils peuvent se connecter et récupérer la version, cette branche. Récupérer la branche principale ou récupérer, par exemple, cette branche dev. Il faut voir ici que nous avons 2 branches. Il y a ici la branche master qui s'arrête ici. Il y a la branche dev, c'est tout ça. Vous voyez le truc ici? Et donc, quand vous êtes ici, j'ai mis Sarah, Reda et Yusra, eh bien, chacun peut se connecter et ramener, donc, soit la branche ici master tout court, ou soit la branche master, soit la branche dev, et continuer à travailler dessus. Et même si vous n'êtes pas, donc il suffit de se connecter pour rapatrier ça. Cette opération, on appelle ça un clone. On va cloner le dépôt. Et donc, clone, ça veut dire que vous allez avoir exactement ce qu'il y a dans le dépôt central. Bien sûr, Sarah va faire une copie, Reda va faire une copie, et chacun va travailler de son côté. Il faut qu'on se mette d'accord sur la manière de travailler. On peut, Sarah et Reda peuvent travailler, si vous voulez, sur la même branche, il n'y a pas de problème. Et après, leurs travaux, ben, il va falloir qu'on fasse un merge. Il faudrait qu'on fusionne leurs travaux et Git s'en occupe de ça. S'il n'y a pas de conflit entre les 2 travaux, il n'y a pas de problème, donc le merge va se faire de manière automatique. S'il y a un conflit, quelqu'un a ajouté quelque chose, l'autre l'a supprimé, etc., des choses comme ça, mais il va y avoir un conflit. Et là, Git ne peut rien pour vous. Et à ce moment-là, c'est à vous, hein, c'est à Sarah et Reda de se mettre d'accord pour qu'est-ce qu'on va garder, qu'est-ce qu'on va supprimer. Mais Git, il vous le dit. Il vous le dit exactement, il va mettre le doigt sur l'endroit où il y a le conflit. Il n'y a pas de problème. Seulement, il ne va pas décider de fusionner. Il va vous dire, non, je ne peux pas décider de fusionner, parce que le fait de fusionner, ça crée un commit. D'accord? Et donc, ce commit, lui, il ne va pas le prendre. C'est vous qui devez le faire manuellement. Et donc, pour le faire, il faut enlever les conflits. Les 2 changements, ils les encadrent par... Exactement, oui. Mais c'est ce qu'il fait. Quand il y a des conflits, il vous marque. Hein? Il va vous marquer les conflits dans vos fichiers et vous allez directement vers les conflits pour les résoudre. Ouais. Alors, pour Git, on travaille en équipe. Chaque utilisateur clone ou synchronise avec le dépôt distant. Alors, je dis ici clone. Ça veut dire tout à coup, vous venez, vous voulez commencer à travailler, ben, il faut cloner le dépôt central. Il se peut que vous ayez déjà le dépôt central, vous avez une copie du dépôt central, mais ça fait 2 jours que vous n'avez pas travaillé. Le moment où vous allez venir pour travailler, ben, il faut voir peut-être qu'il y a eu des changements. Et donc la première des choses qu'il faut faire, il faut synchroniser. Et donc toujours, en arrivant, je veux commencer, si vous travaillez en équipe, il faut toujours synchroniser. Il faudrait se mettre sur la même longueur d'onde avec les autres. Alors, un ou plusieurs utilisateurs peuvent travailler sur une même branche. Il n'y a pas de problème, comme je viens de dire. Mais en général, si chaque utilisateur travaille sur une branche propre à lui, en général aussi, il n'y a pas de problème. Et les branches, on les crée et il faudrait qu'on développe très rapidement. Il faudrait qu'on fasse les merges, il faudrait qu'on les fusionne rapidement. Il ne faut pas que ça traîne éternellement. Hein. Sinon, vous allez avoir des arbres qui seront difficiles à merger et vous allez avoir plein de conflits que vous allez avoir du mal à gérer. Donc, plus vous faites ça rapidement, plus c'est mieux. Alors, quand l'utilisateur juge son travail correct,
il pousse sa branche dans le dépôt central. Alors il pousse, je traduis ça, il push sa branche dans le dépôt central. Et en général, il soumet ce qu'on appelle une requête de vérification, pull request. Et c'est-à-dire quoi? Je pousse ma branche que je viens de développer sur le dépôt central et j'invite mes collègues de travail à vérifier la validité du code que j'ai fait, de le tester. Et si tout est correct, c'est en général eux qui vont merger. D'accord? C'est pas moi. Donc en général, on fait moi je travaille, vous mergez, vous vérifiez, vous mergez. Et lorsque le travail est jugé satisfaisant, la branche spécifique est fusionnée avec la branche principale master. On vient de... Alors, ça c'est la première partie, donc je pense que vous avez une idée générale de ce que c'est que donc, la gestion des versions. Après, donc, il va falloir installer Git, donc tout le monde sait où il se trouve Git, donc il faut aller le chercher ici, vous avez le lien, et l'installer. Donc vous voyez que dans tous les systèmes d'exploitation, vous avez Git, il n'y a pas de problème. Alors il y a une seule commande, donc c'est Git, il s'appelle Git. Hein? Et c'est les options qui vont faire la différence entre ce que vous êtes en train de faire. Et donc cette commande, s'il est bien installé, vous faites Git ---- version et ça vous donne la version. Et si vous dites Git help, il va vous donner de l'aide. Donc il y a plein de... Hein? Donc ce sont surtout les options qu'on va utiliser. Toujours c'est la même commande Git. Alors au niveau des bases, quand vous installez Git pour commencer à travailler, il faut faire de la configuration. Au moins pour l'utilisateur, on peut faire plein de configurations. Mais pour l'utilisateur qui est en train de saisir le code, on a vu tout à l'heure Yosra, etc. Donc, il faudrait qu'on sache qui sont ces gens-là. Et surtout, encore en plus, quand on va vouloir se connecter pour faire des pushs vers le dépôt. Pour faire un clone, s'il vous plaît, pour cloner, s'il s'agit d'un dépôt public, et en général, il n'y a pas de problème parce que vous faites juste une lecture. Vous lisez ce qu'il y a dans le dépôt et vous le copiez. Alors, quand on dit un dépôt, c'est juste un dossier avec un contenu. Mais si vous voulez faire un push, il faut que vous ayez le droit de le faire. Alors, qui vous êtes? Eh bien, les configurations qu'on doit donner, d'abord, quel est votre nom, et puis votre email. Et le email que vous mettez ici, c'est en général l'email que vous allez faire au niveau de votre compte, au niveau du dépôt central. Alors ici, donc, on fait une configuration globale. Et puis, pour commencer à travailler, on crée un répertoire, on entre dedans, hein, et on va utiliser la commande git init, tout simplement. Alors, with git init, il va vous créer quoi? Il va vous créer un dossier .git. Et c'est là où il va gérer donc toutes les versions à l'intérieur. Alors, après ça, donc l'une des commandes principales, c'est git status. Alors, j'ai créé le dossier ici, je suis entré dedans, j'ai exécuté git init, et après, donc, j'appelle git status. Et dans git status, il me dit one branch master. Alors ici, je vous rappelle, j'utilise ici, je fais des copies d'écran. J'utilise ici git batch. Git batch. Quand vous installez Git, vous avez git batch. Vous pouvez utiliser CMD de Windows si vous avez autorisé Git dans l'installation à vous ajouter ça dans le path. Mais moi, j'aime pas trop parce que c'est noir, c'est pas très configurable, etc. Alors, par contre, ici, c'est bien. Donc, ici, regardez ce que ça donne. Là, c'est moi. Hein. Enfin, c'est en tant qu'utilisateur connecté, je suis Daesh. Et ça, c'est le nom de mon PC. Et là, c'est Ming W64. C'est donc une manière donc, de pouvoir exécuter des commandes Linux au niveau de Windows. Et on verra que ici, quand vous installez ça, vous pouvez exécuter un certain nombre. Si vous allez dans l'installation de Git, vous allez trouver un dossier bin dans lequel vous allez trouver un ensemble de commandes qu'on peut exécuter. C'est des commandes Linux. Et surtout ici, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous pouvez exécuter SSH.
Et c'est ça, je suis connecté à un serveur distant. C'est l'équivalent de Telnet, mais de bout en bout, vous avez une liaison cryptée, basant sur SSL, se basant sur SSL. Et là, je suis dans mon dossier, je suis dans mon dossier personnel, c'est-à-dire le dossier de l'utilisateur Dive. Et mon dossier s'appelle mon dossier, et là, je suis dans la branche master. Le truc ici qu'on voit master, vous ne le voyez que si vous avez un dossier .git qui est dans ce dossier. Quand vous avez un dossier .git dans ce dossier, vous êtes forcément dans une branche. Vous ne pouvez pas être à la fois dans plusieurs branches. Vous ne pouvez être que dans une branche. Et là, je suis dans la branche master. Et il vous le dit. Quand vous dites git status, même si vous ne lisez pas ça, mais ça donne en un seul coup d'œil plein d'informations. Il vous dit que vous êtes dans la branche master. Et donc, il vous dit ici initial commit, nothing to commit, create, copy, machin, etc. Il vous dit ici use, très, très intéressant la commande git, parce qu'il est très instructif en elle-même. À chaque fois, il vous propose des choses. Si vous faites une erreur de spelling en tapant, il va vous dire peut-être vous voulez dire ceci. Et là, c'est bien. C'est-à-dire c'est une commande qui a été développée de manière très intelligente. Alors, donc ici, il me dit git add to track. Donc, pour surveiller, on va utiliser git add pour surveiller. Alors, ici, moi, je vais créer dans ce dossier, mon dossier, je vais créer un fichier qui s'appelle index.html. Je l'ai créé dans mon dossier et j'ai retapé git status. Et voilà ce qu'il me dit maintenant. Il me dit untracked file et il me dit ici, voilà, donc il le met en rouge, c'est le fichier. Il n'est pas surveillé. Il me dit use, il me dit ce que je dois faire. Use git add et donc le nom du fichier. Donc il y a plusieurs possibilités ici. Pour ajouter ça, c'est-à-dire alors quand on va exécuter ici git add, on va le faire passer vers la staging area. D'accord? Oui? Non, ils ne sont pas surveillés. Si vous avez un dossier déjà avec un projet, avec plein de fichiers, de dossiers, etc., si vous tapez git init, d'accord, et vous tapez git status, il va vous mettre en rouge tout ce qu'il y a dans le dossier, il va vous dire tout ça n'est pas surveillé. Est-ce que vous voulez le surveiller? Eh bien, vous pouvez, si vous voulez le surveiller, faire git add, et si vous mettez point, il va vous ajouter tout ça dans le staging area. Ou bien git add -a majuscule, c'est la même chose, c'est équivalent, il va vous ajouter. Sinon, vous lui dites git add, fichier tel, dossier tel, il va vous ajouter exactement. Donc là, vous faites ça de manière granulaire. D'accord? Et donc là, ici, mon fichier n'est pas surveillé par défaut. Si j'exécute git add index.html, eh bien là, il va le passer dans la staging area. Et maintenant, vous voyez qu'il a écrit ça en vert. Il me dit que mon fichier, il est prêt pour un commit. D'accord? C'est intéressant. Donc ici, mon fichier, il est surveillé. Alors, git commit, c'est l'étape suivante pour passer de la staging area vers le repository. Et donc, on fait git commit. Et toujours, quand on fait un commit, on dit pourquoi on a fait ce commit. C'est intéressant. Parce que quand vous gardez l'historique, c'est les petits points qu'on a vus tout à l'heure. Alors, quand vous créez un point, il faut dire qu'est-ce que vous avez fait de beau pour créer ce point. Donc, on ne crée pas ce point pour rien. Donc, il faut le créer. Donc, à chaque fois, on dit ça de manière explicite. Alors, ici, donc, j'ai écrit, moi, git commit, -m initial commit. C'est le premier commit. Alors, il faut bien commencer. Donc, normalement, j'aurais dû ici dire add-in index.html, etc. J'ai ajouté le fichier index.html. Et ce qui est écrit ici, il est très instructif. One file changed. Et puis ici, vous avez ici created mode. Ça veut dire que c'est un fichier qui est créé maintenant. Il n'existait pas. Alors, on peut aller voir l'historique. C'est-à-dire, l'historique, c'est quoi? C'est voir les points qu'on a vus tout à l'heure, les différents points. Eh bien, pour voir ça, vous avez la commande log, git log. Et si je lui dis git log, il va me dire, donc, il va m'afficher tous les commits. Puisque j'en ai qu'un seul, eh bien, il m'affiche ce commit. Alors, donc, ici, qu'est-ce qu'il affiche dans un commit? Chaque commit est caractérisé par un identifiant.
L'identifiant, c'est un SH, HA1, machin, etc. Donc, enfin, c'est un nombre ici très long qui l'identifie, le commit de manière unique. L'auteur, qu'est-ce qu'il a fait? Alors l'auteur ici, vous voyez que pour chaque commit, il a besoin de l'auteur. C'est pour ça qu'on avait fait tout à l'heure une configuration. Git config -- global user.name, etc. Ce sont ces informations qu'on voit ici. Et la troisième chose, c'est la date du commit. C'est logique ça, parce qu'on est en train de construire un historique. Il faut dire la date. Et le quatrième élément, c'est le message. Pourquoi on a fait le commit? Et ça, c'est, si vous avez 20 commits, c'est très grand comme truc si on veut afficher. Des fois, la plupart du temps, on va vouloir afficher juste un résumé. Et si vous voulez afficher un résumé, vous dites git log -one line, une seule ligne. C'est-à-dire chaque commit, il va le faire dans une ligne. Et qu'est-ce qu'il met ici? Ben, il met le début de l'ID. D'accord? Et puis, il me met ici le message que j'ai là. La date, ça, on s'en fout. Il va les mettre dans un ordre chronologique, hein, du plus vieux, en bas, le plus vieux, en haut, le plus récent. Voilà. Alors, les branches du dépôt. Alors, bien sûr, ici, je suis en train de parler du dépôt local dans lequel je suis. Moi, je ne suis pas encore connecté à rien, je ne suis même pas connecté à Internet. D'accord? J'ai tout simplement exécuté tout à l'heure git init et je suis en train de travailler. Mais donc vous avez toujours la branche principale master. C'est la première, donc celle-là, elle existe toujours. Et donc alors cette branche-là, c'est celle qu'on voit ici. Si vous dites git branch, il va vous dire toutes les branches que vous avez. Pour le moment, j'en ai qu'une seule. D'accord? Si vous voulez créer une nouvelle branche, c'est git branch et vous donnez le nom de la branche, tout simplement. Alors ici, je dis encore ici git branch, il me dit il y a master, il y a dev. Mais vous voyez que master, il l'a mis en vert et il met la petite étoile à côté, ça veut dire que c'est la branche active. Si je fais des modifications et je fais des commits, et les commits, ils vont concerner cette branche. Vous voyez ici que je vais faire avancer la branche master, on peut les faire avancer, hein, donc je peux faire avancer la branche master et je fais avancer la branche dev 1 ici, de manière parallèle, et après je peux les fusionner toutes les deux, il n'y a pas de problème. Mais en général, ce n'est pas ce qu'on fait. Hein. Donc on crée des branches pour développement, et après on va les rabattre sur la branche principale, la branche master. Et donc alors, j'ai les deux branches ici. Si je veux sélectionner la branche dev pour travailler dedans, pour que tous les changements que je vais faire, je vais les persister dans cette branche, au lieu de les persister dans la branche principale, il faudrait que je change de branche. Et pour ça, c'est git checkout. Et donc voilà, c'est des mots qui, checkout, ça vous permet de sélectionner la branche dans laquelle vous voulez travailler. Et donc ici, git checkout dev 1, et il vous le dit, switch to branch dev machin. Si vous lui dites encore git branch, il va vous dire, ici, il va mettre la branche ici, oui, il l'a mis en vert, il a mis l'étoile ici. Et toutes les modifications qu'on va faire maintenant, ils vont se faire dans cette branche. Alors, ici, je prends mon fichier index.html. Il était comme ça. Quand je l'ai créé, il était comme ça. D'accord? Je vais faire une modification. Je vais ajouter ici le H1 que vous voyez là. C'est une modification. Et après, je vais faire git statut. Et qu'est-ce qu'il me dit ici? Il me dit modified. Hein? Il me dit que le fichier index.html modified et c'est en rouge. Et donc, il faudrait l'ajouter, si on veut le persister, il faut l'ajouter dans la staging area. Et pour ça, donc, il faut faire un git add, et il vous le dit. Alors, il vous le dit ici, il vous dit use git add and or git commit -a. Alors, ça veut dire qu'il y a un chemin, il y a un raccourci pour aller de le working directory vers le repository sans passer par la staging area. Puisque de toute façon, je passe vers la staging area et après je passe de la staging area vers le directory, vers le repository. D'accord? Alors, il y a le chemin pour aller plus vite, vous pouvez faire git commit -a. Si vous faites git commit -a, vous passez directement du working directory vers le repository. Court-circuiter là. Mais en général, il ne faut jamais faire ça. Je passe par là. Hein?
Parce qu'en général, vous n'avez pas qu'un seul fichier, donc il faut organiser votre travail. Alors ici, c'est en rouge. Ben, je vais lui dire d'ajouter ça. Donc ici, git add point. Je n'ai qu'un seul fichier, il s'appelle index.html. Et donc je lui dis git ajoute tout hein, dans la station area. Et après, je fais git commit-m ajout de h1. Je lui donne le message ajout h1 et l'ajouter. Donc ici, il me dit one file changed. C'est pas created comme tout à l'heure. Et puis, si je lui dis git log, one line, eh bien, il va me donner les deux commits que j'ai. Le premier commit, c'est celui de tout à l'heure, le premier, et le deuxième, le second, c'est celui qu'on vient de faire maintenant. Après, donc, alors, on veut retourner à master. Vous savez, donc, vous pouvez toujours naviguer. Et donc, si je retourne à master, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, ici, pour retourner à master, c'est git checkout master. Je veux revenir à master. Je reviens à master. Et quand vous faites ici, alors, j'étais ici dans dev 1. Vous voyez ici. Tout moment, je vois où je suis. Quand je lui dis, je change de branche ici, je reviens vers master, je suis maintenant sur master. Si je lui dis git branch, il me dit, voilà, je suis sur master. Parce que si vous utilisez, par exemple, pas tous les outils, si vous utilisez la commande de Windows, ben, il ne va pas vous afficher tout ça. Donc, il faut faire git branch pour s'assurer où vous êtes. D'accord? Pour voir ça. D'accord? Alors, après, ici, je lui dis git log, il me dit initial commit. Est-ce que c'est logique? Parce que le changement qu'on a fait tout à l'heure, on l'a fait dans la branche dev 1. Et donc, si je reviens vers master, j'ai la version, c'est uniquement le... Hein, si vous ouvrez le fichier, eh bien, votre H1 n'est plus. Et donc, vous pouvez vraiment créer plusieurs branches. J'essaie des choses ici, j'essaie autre chose là. À tout moment, je peux donc mener des travaux en parallèle, dans des branches parallèles. D'accord? Alors, la fusion de dev1, quand je juge que le H1 que j'ai ajouté, c'est bien, je vais fusionner donc la branche dev1 avec la branche master. Pour faire ça, eh bien, on utilise ici merge. Alors, tout simplement, il faut écrire git merge dev1. Alors, ici, j'ai mis -m fusion de machin. Et il me dit ici, update in fast forward, no commit created, -m, mon -m ici, il a été ignoré. Il n'y a pas de conflit, il n'y a rien du tout. Donc, il a fait le merge, parce que quand vous faites un merge, c'est équivalent à un commit. Vous êtes d'accord? Et donc, ça veut dire qu'il va rabattre la branche parallèle, il va la rabattre sur la branche principale. D'accord? Et ici, donc, moi, quand je lui dis ici -m, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va prendre, ça va être un commit, mais qui va garder le message de la branche principale, de la branche, pardon, dev, qu'on avait mis tout à l'heure, c'était ajout de H1. D'accord? Voilà. Alors, donc ici, si je reviens maintenant ici, là, je suis toujours sur master, ici, je suis sur master. Maintenant, si je regarde mon fichier, eh bien, je vais retrouver mon H1 maintenant qui se trouve dans master. Et avec le changement, maintenant, il est rapatrié sur master. Après ça, ben, il faut pouvoir utiliser un dépôt distant, un dépôt central. Alors ici, central, on va dire distant, parce que central, ça fait... Hein, c'est le contraire de distribuer, central. C'est pas du tout ça. Hein. Donc ici, c'est juste, vous utilisez un dépôt partagé pour pouvoir mettre votre code et pouvoir le cloner à volonté. Donc pour ça, il faut aller sur GitHub et donc j'invite tout le monde à créer un compte. Je vous conseille donc créer les comptes avec les emails que vous avez dans le Trombinoscope. Et il va falloir me renvoyer tout ça, donc, parce que les travaux plus tard, donc on va vous donner des travaux, vous allez travailler sur GitHub. D'accord? Et ça va être en général, donc, il se peut qu'il y ait des travaux dans des dépôts privés, dans des repositories privés. Hein? Alors, il faut aller sur GitHub, il faut créer un compte, ça, il n'y a pas de problème. Hein? Donc, sinon, vous faites ça en GitHub, et vous allez en haut, ici, moi je suis authentifié, donc il faut aller donc, sur désauthentifier, et puis vous créez un compte.
Logout, et vous créez votre compte. Bon, donc on ne va pas attendre la connexion. Et alors, ajouter un nouveau repository. Alors, ajouter un nouveau repository. Voilà, alors donc je reviens. Il faudrait que je sois logué hein, pour qu'on voit ça. Donc, voilà, alors pour ajouter, s'il vous plaît, pour ajouter un repository, vous allez sur le plus en haut et vous faites New Repository, simplement. Et donc ici, New Repository, vous lui donnez nom. Donc ici, exemple, on va l'appeler, l'exemple que j'ai fait dans les slides, c'est exemple repo. Donc je vais l'appeler exemple glseed. N'hésitez pas, hein, donc il n'y a pas de problème, essayez. Essayez dans GitHub, créer des repositories, voir comment les supprimer, les modifier, etc. Donc il faut expérimenter. Vous pouvez donner une description, vous pouvez créer un repository privé, public, il n'y a pas de problème. Si vous essayez, vous, de créer un repository privé, il va vous dire il faut entrer votre carte ou machin, etc. Alors, si vous voulez avoir comme ça, si vous voulez pouvoir créer des repositories privés, il faut aller vers Education. Donc, je vous mets le chemin ici. Et c'est très intéressant. Donc, il faut tester toutes les possibilités. C'est gratuit. Education.github. Git education.github.com. Et là, vous avez donc ici, vous pouvez faire request discount. Ici, donc, vous pouvez lire machin, etc. Moi, je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait à titre, en tant qu'enseignant. Et je l'ai fait, j'ai créé une organisation de façon à ce qu'on puisse travailler en groupe avec ça. Créer des repositories privés. Créer des classes et tout ça. Et donc ici, vous pouvez faire request discount. Et on va, donc ici, vous voyez ici, vous avez student. Et vous faites next. Alors, bien sûr, il faut dire individual account, organization account. Alors, donc, il faut dire individual account. Vous créez un compte individuel. Et ici, vous entrez vos informations. Là, parce que je suis connecté, hein, donc il a repris mes informations. Et vous envoyez. Alors, quelque part ici, dans l'étape 2, il va vous dire, donner un justificatif que vous allez, prenez en photo votre carte d'étudiant. D'accord? Carte d'étudiant, faites une copie d'écran, par exemple, du site de l'INSET. Comme ça, comme quoi vous êtes dans l'école INSET, etc. Et vous envoyez ça, en général, on va vous répondre très rapidement. D'accord? C'est très intéressant parce qu'il y a de la concurrence. Et donc, pour GitHub, c'est très intéressant que les étudiants apprennent à utiliser leurs produits. D'accord? Et vous aussi, donc, vous allez en profiter parce que c'est demandé au niveau des entreprises. Alors, donc, je vous invite, essayez ça. Alors, je crée mon repository, donc je vais le mettre public. Et vous pouvez ici ajouter ça, initialize repository with readme. Et donc, c'est juste une page de description de votre repository. Et vous faites create et il va vous créer votre repository. Par défaut, vous avez ici un readme, il y a dedans. Et vous voyez ici qu'il y a un initial commit, puisqu'on vient de créer donc il y a le premier point qui a été créé avec la création de ce readme.md. Vous pouvez le modifier si vous voulez. MD, c'est Markdown, hein, c'est un langage pour écrire des pages, simplement. Alors, à partir de là, donc ici, quand vous aurez créé votre repository, vous voyez ça, donc c'est ce qu'on vient de voir.
Vous avez un commit, c'est le commit de la création, et puis vous avez une seule branche, ça doit être la branche master. Et il y a un contributeur, ça doit être vous. D'accord? Alors, copiez donc l'adresse. Donc, si vous voulez travailler avec ça, vous copiez l'adresse ici, vous allez vers le bouton, grand bouton vert à droite, vous copiez l'adresse et ça va être l'adresse de votre repository. Si vous revenez ici, cette adresse, c'est ce que vous voyez ici. Alors, ici, donc, avec un point git à la fin. D'accord? Et sinon, donc, on vient ici, on fait ça, on copie. Alors, vous avez le choix entre, donc, vous lui dites use SSH ou HTTPS. Donc, je lui laisse HTTPS. Et donc, je peux utiliser cette adresse pour... D'accord? Alors, si je reviens ici, vous voulez qu'on teste déjà donc, la création des éléments qu'on a vus tout à l'heure très rapidement, pour que vous voyez que c'est vraiment très, très facile. Hein. Donc, je vais le faire. On va aller sur Git Batch. Moi, je l'ai mis en blanc, c'est préférable. Par défaut, il est en noir. Hein? C'est beaucoup mieux. Les couleurs qui sont choisies ici, ils vont avec un arrière-plan blanc. Vous êtes d'accord? Hein? Quand c'est noir, c'est moche, ça vous repousse. Bien sûr, ça consomme de l'énergie, mais ce n'est pas grave. Alors qu'est-ce qu'on fait? Donc, je suis dans, donc ici, je suis dans mon dossier personnel, ici, c'est user type. Je lui dis, donc, je crée un répertoire avec les commandes mkdir. Donc, on va faire ici dossier. Je vais l'appeler dossier glseed. Et j'entre dedans, CD dossier glseed. Alors, vous voyez ici, Daif, mon PC, je suis dans le dossier personnel, le tilde, slash, le nom de mon dossier. Alors, pour commencer à utiliser Git, tout simplement, Git init. Et là, il vous dit initialiser un petit Git repository. Il va initialiser un repository qui est vide. Et donc, si vous lui dites ici Git status, ça c'est l'une des commandes les plus importantes. À chaque fois, il faut savoir dans quel état vous êtes. Quand on dit Git status, on veut savoir deux choses. On veut savoir qu'est-ce qu'on a dans le working directory et qu'est-ce qu'on a dans la staging area. Si vous avez des choses qui sont dans la staging area, ils vont être représentés ici en vert, sont surveillés. Si vous avez des choses qui sont en rouge dans le working directory, ça veut dire qu'ils ne sont pas surveillés. Et donc ici, Git status, initial commit, not into commit, machin, donc rien à surveiller, il n'y a rien dans mon dossier. Alors, on va créer quelque chose dans le dossier. Donc je vais exécuter Sublime Text et je suis dans mon dossier. On va créer un nouveau fichier et je l'enregistre, je l'appelle, alors est-ce que je suis dedans? Ouais. Je l'appelle index.html. On va faire exactement ce qu'on a dans le truc. Donc ici, tester git, CTRL S. J'ai fait une première modification. J'ai ajouté un fichier, je vais modifier. Donc ici, si je reviens vers ma... Alors, ça, je ferme. Ça, c'est le cours. Hein? C'est juste pour éliminer les pages superflues. Si je fais maintenant git status, ça se voit? Git status. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Donc, il me dit qu'il y a un fichier index, il le met en rouge. Il est dans le working directory et il n'est pas surveillé. Nous, ce qu'on va faire maintenant, on va le faire passer dans la staging area. Et donc, pour ça, c'est git, add, et donc ici, vous donnez le nom. Alors, vous faites tabulation, c'est bien. Et il va vous compléter. Et vous pouvez ajouter d'autres fichiers si on avait d'autres. Hein. Donc j'ajoute un seul fichier. Si je lui dis git status, bien, il va me dire qu'il y a un nouveau fichier, new file, qui s'appelle index.html. Si je lui dis git commit, alors pour le commit, il faut toujours mettre le message, -m, et donner votre message. Donc ici, premier commit.
Enfin, premier commit pour moi, ici. Et donc, si vous faites, alors on avait dit git log, il va m'afficher donc l'historique de mon commit. Vous voyez ici, le commit, l'auteur c'est moi, la date, et puis premier commit, c'est le commentaire ou le message que j'ai donné pour mon premier commit. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On a vu, donc ici, si je veux ajouter des fonctionnalités, il faudrait qu'on utilise la notion de branche. C'est très important d'utiliser la notion de branche. Et donc, pour utiliser la notion de branche, vous avez git branch. Ça vous donne quelles sont les branches que vous avez. Par défaut, quand vous créez un repository, il n'y a qu'une seule branche, c'est la branche master. Si vous voulez ajouter une branche, ici, donc j'ajoute la branche dev1, on appelle dev1. Si je lui dis get branch, il me dit qu'il y a deux branches. Si je veux passer dans la branche dev1, ça va être git checkout. Checkout, et vous donnez le nom de la branche. Et là, si je lui dis git branch encore, il va me dire que maintenant je suis dans la branche dev1. Et si on fait des modifications maintenant, on peut créer des commits dans cette branche dev1. D'accord? Alors, donc on va faire des modifications. Je reviens ici. Je fais exactement comme ce que j'ai fait dans les slides. J'ajoute ici, hello, glseed 2, point, CTRL S. Je fais une modification. Je reviens, git status. J'ai le fichier index qui a été modifié. Donc attention ici, le fait de modifier le fichier ici, eh bien, à chaque fois que vous faites des modifications, eh bien, si vous voulez faire des commits, eh bien, il faut d'abord emmener ça vers le staging area. C'est une opération qui se répète. Et donc ici, git add pour ça. Alors, vous pouvez faire -a majuscule, point, etc. Je vais ajouter mon fichier dans le staging area et on va le committer. Hein. Donc allez, git commit, commit -m, et ici donc add-in h1 heading. On mélange le français et le... git log, j'ai deux commits. Git log, comme je vous ai dit, quand vous avez plein de commits, -one line, ça vous permet d'avoir ça condensé. Et donc, j'ai le premier commit et j'ai add-in le h1 heading. Et là, je suis dans la branche dev1. D'accord? Alors, vous avez une commande que je n'ai pas mis au début. Donc, ici, git, ça c'est intéressant, git diff. Ça vous permet de voir la différence ici entre des branches. Donc, par exemple, ici, entre master, .dev1. Là, ça me donne quelle est la différence qu'il y a exactement entre les deux branches. Et donc ici, il y a le fichier index, j'ai un seul fichier, c'est index.machin. Et donc vous avez les deux versions. Et comme vous voyez, le moins, c'est ce qui a été supprimé ou retranché. Le plus, c'est ce qui a été ajouté. Ici, on n'a fait que ajouter ça à ce qui est ici en rouge, en vert. D'accord? Alors, après, je suis satisfait. Eh bien, si je veux merger, ben, il faut se revenir sur la branche principale master. Et donc, alors, pour revenir sur la branche master, donc git checkout master. Et étant sur master, on va exécuter git merge. Et on dit quelle branche on veut merger. Quand vous dites merge, vous voulez merger avec, donc par défaut ici, avec la branche principale. D'accord? Si je reviens ici maintenant, là le Hello World, je le vois. Tout à l'heure, si avant de faire le merge, j'aurais dû venir ici. Quand j'ai passé vers la branche principale, le fichier ici, il a changé. Il n'y avait pas ça. Je le refais rapidement pour que vous voyez. Hein. Donc, si je fais git checkout, ma branche, elle est toujours là. Hein. Checkout, dev1.
Je reviens vers la branche dev1. D'accord? Je suis dans la branche dev1. Je vais ici ajouter un H2. Donc, c'est beau la vie. Hein. Voilà, j'enregistre. Je suis dans dev1. Si je reviens ici, je vais committer. Hein, on va faire encore un commit dans dev1. Donc ici, pour faire ça, c'est git. Donc, première des choses, donc, la plupart du temps, faire un statut pour voir. Donc, ici, il y a eu une modification dans index. Git add, j'ajoute tout. Git commit, et -m, et je donne mon message. Donc, ici, je vais mettre juste H2. On a ajouté H2. Et si je fais maintenant git checkout, je reviens à la branche master. Le fait de revenir à la branche master, je ne vois plus le H2 ici. D'accord? Il est dans la branche dev1. Si je lui dis get maintenant merge dev1, il va me merger dev1. Et là, je vois le truc qui a été mergé. Mais si je lui dis get encore checkout, pas checkout, branch, je lui dis les branches, eh bien, j'ai toujours la branche dev1. Si je n'ai plus besoin de la branche dev1, je la supprime. Et donc, pour ça, c'est git branch -d pour supprimer donc dev1. Et donc, deleted branch dev. Si je lui dis git branch, maintenant, il va me dire qu'il n'y a plus que master. Donc, vous pouvez créer autant de branches que vous voulez, pas de problème. Je crée des branches, je fais des commits. Quand je suis satisfait, je merge le tout dans la branche principale master. OK? Maintenant, nous voulons utiliser, mettre notre truc, notre fichier index.html, nous voulons l'ajouter dans le GitHub. Nous voulons l'ajouter dans GitHub. Ici, ma machine ici ne connaît pas ce repository. Ben, il faudrait le lui donner. Alors pour ça, vous avez git remote. Ah, je veux faire appel à un repository distant, dépôt distant. Et donc ici, si vous dites -v, il ne connaît pas de repository distant. Ben, il faut ajouter un repository distant. Pour ça, vous allez vers GitHub et vous copiez le lien vers votre dépôt, ici, et vous revenez ici, et vous faites git remote add, et vous lui donnez un nom. Alors, par défaut, on donne le nom origine. C'est un alias. Hein? Et ici, j'ai deux choses ici. J'ai l'URL qui est très lourde à porter, https, machin, etc. C'est très lourd. Et donc, pour représenter ça, je vais représenter ça avec l'alias origine. Vous pouvez appeler ça Mohamed, ce que vous voulez. Hein. Et donc, à chaque fois que je vais dire, je veux mettre dans ce dépôt, je vais utiliser le nom que j'ai utilisé ici. Alors, je fais ça. Quand je lui dis -v, maintenant, j'ai le dépôt à la fois pour le fetch et pour le push, pour pousser et pour tirer. Ça veut dire qu'on peut configurer un dépôt pour le push et un autre pour tirer. Je tire d'un côté, je pousse dans un autre. C'est rare, on va voir ce cas, mais vous avez le loisir de le faire. Donc, on peut le faire au niveau de enfin, juste avec les commandes. Mais ici, donc alors, j'ai ça. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que les deux dépôts sont synchronisés? Enfin, c'est normal que non, puisque je viens d'ajouter index ici. D'accord? Mais le dépôt de l'autre côté, il y a un fichier dedans. Vous vous souvenez? Il y a le readme. Et donc, il faudrait que je rapatrie ce readme ici. Et donc, on va le rapatrier et on va faire un merge. Le fait de la rapatrier dans master ici, ça va faire automatiquement un merge ici. Alors, le dépôt distant, si vous regardez dans le dépôt distant, on a une seule branche ici. Si vous voulez voir les branches que vous avez, elles sont là. J'ai qu'une branche master. D'accord? Et donc, moi, je veux récupérer ce qui est dans cette branche. Alors, quand vous tirez quelque chose
d'un dépôt distant, en général, vous tirez une branche. Ben, je vais tirer la branche master. Et pour ça, donc, on va faire ici git pull origin. Et vous voyez ici, je ne mets pas l'URL, je mets origin, l'alia de l'URL. Et je lui dis master. Et il va me tirer master. Ah, ici, il me dit, alors ça, c'est quelque chose de courant, parce que ici, nous avons deux histoires différentes. J'ai un dépôt que j'ai créé en local ici avec git init. Et juste après un certain temps, j'ai fait déjà des commits, etc. Après un certain temps, j'ai créé un autre dépôt sur Git. Et lui aussi, il a fait un commit. J'ai deux histoires différentes. En général, quand on parle d'une histoire, ça doit commencer à un instant T. Vous êtes d'accord? Mais il faut voir qu'on peut merger deux histoires différentes. On va voir un peu ça, c'est intéressant comme truc. Donc, on va merger deux historiques qui sont différents. Alors, pour faire ça, on va faire ceci. Et donc, pull, et vous avez ici, vous lui dites hello, unrelated, et vous le dites ici, refusing to merge unrelated stories. Et donc ici, je lui dis hello, unrelated stories. De toute façon, est-ce qu'il y a un conflit ici? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramener le fichier qui est de l'autre côté, il va le merger avec mon dépôt ici, c'est tout. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de conflit, il n'y a rien de... Et donc quand je vais lui dire ça, il va agir correctement. Il est en train d'aller chercher... Hein. Alors souvent il va vous donner des trucs comme ça, et, parce qu'il faut donner un message, je ne l'ai pas donné. Et donc quand il vous fait ça, ça veut dire vous pouvez taper votre message. Sinon, vous faites, ça c'est l'éditeur ici, c'est VI ou Vim, ça dépend de... Donc ici, vous faites write, quit, enregistrer et quitter. Deux points, write and quit. Et voilà, donc ici il m'a apporté, donc ici create mode, read machin. Et donc si je lui fais ici git log -one line, il va me dire qu'il y a eu tous les commits qu'on a vus depuis tout à l'heure. Donc, il y a le premier commit, on a ajouté le H1, on avait ajouté la branche, vous vous souvenez, 2 fois, et on a fait ici un merge. Alors ici, quand vous faites ce log, vous pouvez ajouter aussi le commutateur, ici vous lui dites graph, et c'est intéressant. Et là, il va vous tracer un graphe, et ici, vous voyez le merge de l'historique. Donc ici, on était là, dans notre dépôt local. D'accord? Et puis là, on a voulu, on a fait pull. On vient de faire pull. On a tiré du dépôt distant. Et il nous a dit, non, je ne peux pas merger deux historiques qui sont différents. Pourquoi? Parce que celui-ci, il a commencé à une date ici, l'autre, il a commencé à une autre date. Ce sont deux trucs différents. Vous voyez ici qu'on va les coller, vous voyez les flèches, les traits? Et donc, on va faire un merge, et le merge, c'est ça. Merge, branch, master, off, machin. OK? Voilà, maintenant, si je reviens et je fais ici juste un ls, ou dire, et ça me donne, j'ai mon fichier. Maintenant, on va pousser l'ensemble, parce que de l'autre côté, on n'a pas index.html. Si je reviens vers le repository ici, il n'y a pas index.html. Il faudrait qu'on pousse le index.html. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On fait un git status pour voir. Voilà, tout est clean, il n'y a rien à faire. Donc ici, je fais un git maintenant pour pousser ces push. Et donc, il faut lui dire où on veut pousser. Donc, je lui dis le serveur, enfin, ici, l'alia du serveur, du repository. Et je lui dis dans quelle branche je veux pousser ça. C'est dans la branche master. Et donc, vous pouvez pousser une branche particulière vers le serveur distant. Alors, il ne sait pas qui je suis, donc alors, username, ok. Et ça, vous n'avez pas ça dans les slides. Vous n'avez pas ça dans les slides, et donc vous les voyez ici en temps réel.
il faut bien sûr que j'ai le droit d'aller. Hein, quand on voit les slides, on va croire que tout le monde va venir et ajouter. Mais ça, c'est mon repository. Je suis le seul à pouvoir y ajouter dedans. Mais il est public, ça veut dire que tout le monde peut le lire, peut le voir. D'accord? Et là, alors, il me dit invalide username and password. Il n'y a pas de problème. Donc, alors, je reprends. C'est bien ça, donc, d'avoir ce genre de invalide username ou password. Donc, là, je lui ai donné le nom d'utilisateur. Probablement qu'il faut donner le... Alors, je reprends ici. Je fais git remote. On avait ça, -v. C'était ça. Je lui ai dit git remote. Et je pense que ça doit être pour enlever. C'est rm. Remove. Bien sûr, remove rm, remove c'est origin. J'enlève origin. Et si je lui dis encore git remote, -v, il n'y a plus d'origine. Je reprends, je fais git remote add origin. Et je donne l'adresse, s'il est toujours là, oui. Et là, je vais donner mon nom d'utilisateur ici, directement au niveau de l'URL. Donc, c'est a-dive. Il ne faut pas donner l'email, hein, donc, parce que le arrobas, c'est un séparateur. Il faut donner le nom d'utilisateur. Et je fais ça, et je lui dis git remote -v pour voir. Et là, donc, j'ai mon nom d'utilisateur. Et je reprends, comme tout à l'heure, push origin master. Alors, encore une fois, donc, alors, je vais lui donner l'ensemble ici, .net. Je donne l'email et je donne, je pense que j'ai mal donné tout simplement tout à l'heure le mot de passe. Hein. J'ai plein de mots de passe et j'ai du mal à, donc c'était un mauvais mot de passe, tout simplement. Voilà, donc là ça passe, pas de problème. Donc si je vais vers GitHub, j'actualise ici. On va trouver qu'on a notre index.html qui est arrivé là. D'accord? Vous avez ici vous avez les commits, les différents commits, vous pouvez aller les voir, et qui est-ce qui les a fait, etc. Donc, c'est très intéressant de pouvoir donc naviguer dans tout ça, vous pouvez voir le code, etc. Intéressant. Alors, je reviens à mes slides. Ça va jusque-là? Alors, donc c'est ce que je viens de faire maintenant. On synchronise avec le serveur distant. C'est le git pull, donc je l'ai mis ici, hein, parce que ça, je suis sûr que vous allez avoir des historiques différents, parce que c'est pas le workflow. Très souvent, c'est pas comme ça qu'on travaille. Des fois, d'abord, on crée le dépôt distant, d'accord, et on va le cloner en local et on commence à travailler. Mais c'est pas fort, vous n'êtes pas obligé. Je peux avoir déjà un projet qui existe et c'est le cas de ce que je viens de faire. D'accord? Alors, envoyer tout sur le serveur, c'est ce que je viens de faire et donc on peut visualiser tout ça. Alors, à partir d'un autre PC, maintenant je laisse de côté le PC. Je viens sur votre PC et je veux accéder à mon repository et je veux ajouter des fonctionnalités dedans. Comment on va faire? Donc, il faut aller le cloner tout simplement. Donc, la procédure maintenant, je vais aller copier le lien du repository et je vais donc utiliser git. Je vais me mettre quelque part sur mon disque dur et je fais git clone. Ça va me cloner le repository. On le fait, je le fais. Parce qu'il faut le voir en réel. Donc, je fais cd points. Vous voyez ici, je ne suis plus dans un repository. Vous êtes d'accord? Enfin, dans un dossier qui est surveillé par Git. Et donc, alors, qu'est-ce que je fais? J'utilise git clone.
et je donne le chemin vers mon repository. Et là, il va aller le cloner. Non. Et il me dit l'ALIA. Est-ce qu'il connaît ici l'ALIA? Il ne connaît pas l'ALIA. L'ALIA, pour qu'il connaisse l'ALIA, il faut que vous soyez dans le dossier où il y a le dossier .git à l'intérieur. C'est là où c'est reconnu toutes les configurations que vous faites. D'accord? Donc là, c'est tout simplement, j'utilise l'URL. D'accord? Et cette URL, puisque là, le dépôt est public, j'y accède. Vous êtes d'accord? Parce que le dépôt est public. Si le dépôt n'était pas public, ben, il faudrait qu'il va me demander de m'authentifier. Hein, parce qu'il n'est pas public. Et donc, est-ce que vous avez le droit d'y accéder? Là, il me dit ici, alors, qu'est-ce qu'il a fait? Cloning example, remote machin, etc., etc. Et donc, si je lui dis, donc, il m'a créé, donc, exemple GLSeed. C'est un dossier, tout simplement. Et donc, c'était exemple GLSeed, et je lui dis ici ls. Voilà, j'ai le readme et j'ai le index.html. Moi, en tant qu'un autre utilisateur, je veux continuer à développer. Je fais quoi? Je crée une branche, donc git, alors git, c'était quoi? Branch. On va appeler ça, allez, je vais l'appeler comme dans le slide, dev style. On va ajouter une feuille de style. D'accord? Et je vais me positionner sur cette branche, c'est git checkout. C'est dev, de toute façon j'en ai qu'une seule, style, et git branch encore une fois, pour voir où je suis. Alors il faut taper git branch, et donc là je suis vraiment sur style, de toute façon on la voit ici. Alors je vais ouvrir ici ça avec Sublime Text. Voilà, je suis dans le dossier exemple GLSeed. C'est pas ici où j'étais tout à l'heure. Vous êtes d'accord? Je crée un nouveau fichier. Je l'appelle style.css. Et dans ce fichier, on va être très simple. Et on va créer juste une règle de style, background. Et je vais mettre une couleur d'arrière-plan, CF, par exemple. La couleur d'arrière-plan pour mon body. Et ici, je vais attacher ma feuille de style dans index.html. Donc, je fais link. Et donc, j'attache ma feuille de style style.css. J'enregistre tout ça. J'enregistre, CTRL S, j'enregistre ça. Et alors, je suis dans la branche dev. D'accord? Et donc, dans ma branche dev ici, si je veux ajouter ça, donc si je lui dis ici git status, il va me dire, il y a deux choses ici maintenant. Il y a le fichier index qui a été modifié, et puis il y a le style.css qui a été modifié. Si je lui dis git log, ça c'est important à voir ça. Et je lui dis -one line, il va me donner tout l'historique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai rapatrié tout l'historique de GitHub. Hein. J'ai tout chez moi. Je ne dépends plus de GitHub pour le moment. Je travaille indépendamment. J'ai tout chez moi, ici, dans mon dossier. Et donc, à partir de là, on peut faire un git add. J'ajoute le tout. Et un git commit. Par exemple, commit -m. On va donner un message. Donc, ajout de style. Ajout de style. C'est ajouté. Alors maintenant, on veut pusher ça vers le dépôt central. Bien, pour le pusher, donc c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure, c'était git push. D'accord? Et alors, ici, ce qu'on a défini le dépôt central. Et donc, c'est pour le savoir, c'est git remote. Remote-v. Vous voyez que c'est défini. Et tout à l'heure, quand j'ai fait git clone, et il a pris l'adresse de laquelle j'ai cloné, il a affecté automatiquement origine. C'est pour ça qu'on appelle origine. D'accord. Mais vous pouvez changer le nom si vous voulez. Si ça ne vous plaît pas origine, vous pouvez le changer. Et donc, alors, si je lui dis maintenant git, on va pousser ça sur le serveur, c'est push.
Et on va pusher quoi? On va pusher sur origin, c'est ça? Le serveur origin. Et on va pousser dev style. Je pousse dev style. Je pousse la branche. D'accord? À username, encore une fois. Donc, je reprends le nom d'utilisateur, le mot de passe. Voilà, donc la branche a été poussée sur le serveur. Si on va vérifier sur le serveur, j'actualise ici, vous voyez que déjà il est, donc il me dit ici dev style less than a minute ago, donc il vient d'être ajouté. Et ici, donc on peut l'avoir ici, vous la voyez, dev style, il a été ajouté. Je peux toujours revenir à master pour voir master, donc ici il n'y a pas de problème. Et je peux revenir à ma branche que je viens de pusher sur le serveur. Et vous avez ici ce lien, ça vous permet ici, vous voyez ici, compare and pull request. Et c'est là où vous allez pouvoir demander à vos camarades de merger, de vérifier et de merger. Et vous pouvez le faire vous-même si vous voulez ici. D'accord, ouais. Le conflit. Ouais, donc on peut faire un exemple de conflit. Ouais, on le fait. D'accord. Donc ici je vais merger. Et donc ici il me dit alors donc ici j'ai envoyé la pull request. Et donc ici à ce niveau on peut interagir, discuter. Il faut faire ceci, cela, avant de décider et de venir appuyer sur ce bouton. Ici donc là je confirme le merge. Et là si je reviens vers mon code ici. Là. Et donc, si je vais ici vers master, là je suis dans master, j'ai mon style, ma feuille de style. Et si j'entre dans ma page ici, j'ai ma page. Et on peut toujours aller voir, alors c'est où? Donc, on peut aller voir les différents commits qu'on vient de faire. Donc, c'est le dernier, c'est celui-ci. Et on peut voir la différence, etc. Ce qui a été ajouté, c'est ce que j'ai ajouté dans index.html. Le merge. Et il y a le fichier style.css qui a été ajouté. D'accord. On va tester le conflit. Donc, juste, on va créer. Donc, je vais faire ça dans un dossier à part. mkdir. Je crée un dossier. Donc, git conflict. Et j'entre dans ce dossier git conflict. Je suis dans le dossier git conflict, j'initialise git, j'ouvre Sublime Text et on va créer dedans un fichier. Je crée mon fichier, je l'enregistre, index.html. Je crée dedans du contenu. Alors, tester les conflits. S'il vous plaît. Donc, je suis dans donc ici, on va écrire hello master. Je suis dans master. D'accord? Ou hello tout court. Hein. Point, CTRL S. Je reviens sur mon terminal. Je fais git add. J'ajoute tout et je fais git commit. Donc, c'est pas la peine d'aller voir le statut. On sait ce qu'il y a. -m. Donc, ça, c'est mon first commit. Donc, initial commit. Après, on va créer une branche. On crée une branche. Donc, git branch. Je vais l'appeler B1. Et je vais mettre sur la branche où je continue sur master, je fais une modification. On va la faire sur la branche. Alors, attention ici. La branche, je viens de la créer. Donc, il est créé à partir de ce commit qu'on vient de voir. Si je continue maintenant sur master, c'est indépendant de la branche que je viens de créer. Et donc, si je reviens ici, et donc ici, j'écris maintenant ici master, je viens de faire une modification, CTRL S, je suis sur master, je fais git status, donc il va détecter qu'il y a une modification, je fais git add, et je vais ajouter, et je fais git commit,
Et on va appeler ça, donc notre message, donc master changed. Donc on a changé, on a fait une modification au niveau de la branche master. Je passe maintenant à l'autre branche B1. Donc git checkout B1. Et là je suis dans B1. Si je reviens ici, la modification est supprimée. Donc ici je vais mettre ici hello B1. Là je suis dans B1. J'enregistre, je reviens ici, je fais git add point, j'ajoute et je fais git commit -m, donc B1 change. Là, j'ai deux branches qui sont complètement différentes. Si j'essaie de les merger, eh bien, il va y avoir un conflit. Donc ici, il faudrait que je revienne vers master. Donc git checkout master. Et quand je suis sur master, je fais git merge. Et là, c'est B1. Je vais merger B1. Et donc ici, il me dit conflict, merge conflict, une index, machin. Quand vous revenez ici, il va vous indiquer où il y a le conflit. Il me dit ici que dans la branche B1, j'ai hello B1, que dans la branche master, j'ai master. Eh bien, vous faites la modification que vous voulez. Donc ici, c'est un conflit qu'il faut gérer manuellement. Eh bien, il faut ouvrir. Donc là, on va se mettre d'accord. On va mettre master B1. On va faire un compromis. Au lieu de hello master, on fait hello master B1. Et je fais CTRL S. Je reviens ici. Si je fais git status, on va voir qu'il y a eu une modification. Il faut l'ajouter. Donc git add. Et je fais un git commit. Et là, c'est le merge. Si vous regardez ici, c'est master merging. Je suis toujours dans la phase de je veux merger. Et donc, je fais le commit ici. Le commit que je vais faire à ce niveau va compter au nom du merge qu'on a essayé de faire. Et donc ici, conflict resolved. Voilà. Et il faut dire exactement ce qu'on a fait. Hein. Donc ici, je fais ça. Si je fais git log one line, il va me dire ici que j'ai ajouté B1 a été changé. Ça, c'est nous qui l'avons changé tout à l'heure. Non? Et ici, donc attention, donc ici on ne perd rien flux historique. Si je reviens maintenant vers B1, qu'est-ce qu'on va voir? C'est la question. Donc ici, git checkout B1. Et là, si je reviens ici, j'ai toujours B1 tel que je l'ai tout à l'heure. Si je fais git, alors c'est pas ici, CTRL Z. Si je reviens ici, je fais donc git checkout master. Ouais, donc checkout master. Et je suis dans master, là je vois mes modifications ici.